Humiliée et blessée, elle ne connaissait que la douleur d'exister comme un fardeau dans sa propre maison. Antoinette portait des marques qui allaient bien au-delà des cicatrices visibles sur son corps maigre et maltraité. À 21 ans, elle n'aurait jamais imaginé qu'une rencontre fortuite un dimanche matin changerait non seulement son destin, mais révélerait des secrets sombres, capables d'ébranler toute la province. Car lorsqu'un baron veuf arrêta sa calèche devant cette jeune femme tombée sur la route poussiéreuse, il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de déterrer des vérités sur la mort de sa propre épouse. Des vérités qui les mettraient tous deux en danger de mort et les feraient remettre en question tout ce en quoi ils croyaient concernant l'honneur, la famille et la justice. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le coq n'avait pas encore chanté pour la première fois qu'Antoinette était déjà éveillée dans la masure qu'elle appelait sa chambre. La petite pièce à l'arrière de la maison en torchis se trouvait derrière le poulailler et n'avait pas de fenêtre. L'humidité des murs créait des taches sombres qui ressemblaient à des fantômes dans la pénombre de l'aube. Elle se leva du matelas de paille déchiré, seul meuble de l'espace exigu, et enfila la même robe usée en coton brut qu'elle portait depuis 3 ans. Le tissu était si élimé qu'il était possible de voir sa peau à travers les déchirures mal cousues. Ses pieds nus touchèrent le sol en terre battue, glacé par le froid du Massif central. C'était en juin 1873, et l'hiver arrivait implacable dans la région d'Auvergne. Antoinette marcha silencieusement jusqu'à la cuisine de la maison principale, priant pour que personne ne se réveille avant qu'elle n'ait fini de préparer le petit déjeuner. Chaque mouvement était calculé, chaque pas mesuré pour ne pas faire grincer le plancher et éveiller la colère de son beau-père. Jacques Dubois était un homme violent qui avait épousé sa mère, Joseph, quand Antoinette n'avait que 8 ans. L'homme travaillait comme contremaître dans une ferme voisine et ramenait à la maison toute la brutalité qu'il exerçait sur les ouvriers agricoles pendant la journée. Depuis que Joseph était décédé de la tuberculose il y a 6 ans, la vie d'Antoinette était devenue un enfer personnel. Son beau-père la blâmait pour la mort de son épouse, disant qu'Antoinette consommait des ressources qui auraient pu sauver sa mère. La cuisine était sombre et froide. Antoinette alluma la lampe à huile de ses mains tremblantes, non pas à cause du froid, mais de la peur constante qui l'accompagnait comme une ombre. Elle commença à préparer le feu dans le poêle à bois, utilisant des brindilles sèches qu'elle avait mises de côté la veille. La fumée initiale la fit tousser, mais elle étouffa le son avec la manche de sa robe. Le moindre bruit pouvait être interprété comme un manque de respect, et un manque de respect signifiait des coups. En attendant que l'eau bouille pour le café, Antoinette regarda par la petite fenêtre de la cuisine. Le ciel commençait à s'éclaircir avec des tons de gris et de rose pâle. La propriété où il vivait était modeste, seulement quelques hectares de terre où Jacques plantait des pommes de terre et des haricots. La maison principale avait 4 pièces. Le salon qui servait aussi de chambre à Jacques, la cuisine, un petit débarras, et la chambre que les 2 fils du beau-père partageaient lorsqu'ils venaient le dimanche. Les demi-frères d'Antoinette, Maurice et Sébastien, étaient encore pires que leur père. Maurice avait 28 ans et travaillait comme colporteur, transportant des marchandises entre l'Auvergne et Lyon. Sébastien, âgé de 25 ans, était employé dans une épicerie du village et avait la réputation d'être un ivrogne et un bagarreur. Tous 2 traitaient Antoinette comme une servante, lui ordonnant des tâches impossibles et riant lorsqu'elle ne parvenait pas à les accomplir dans les délais impartis. Le café était prêt quand Antoinette entendit les pas lourds de Jacques s'approcher de la cuisine. Son corps entier se raidit. Elle servit rapidement une tasse de café noir et la posa sur la table en bois grossière, à côté d'un morceau de pain de maïs qu'elle avait cuit la veille. L'homme entra dans la cuisine sans dire bonjour, comme toujours. Ses petits yeux injectés de sang examinèrent à la table avec méfiance, cherchant une erreur qui justifierait sa colère matinale. « Où est le beurre ?» demanda-t-il d'une voix rauque, s'asseyant lourdement sur la chaise qui grinça sous son poids. Antoinette sentit son cœur s'emballer. Elle avait oublié d'aller chercher le beurre dans le pot en terre cuite qui se trouvait dans le garde-manger froid. « Pardon, monsieur, je vais le chercher tout de suite », dit-elle, baissant la tête et se dirigeant rapidement vers le garde-manger. Mais ce ne fut pas assez rapide. Jacques se leva brusquement et la saisit par le bras, avec une force brutale. « Imbécile !» cria-t-il, serrant encore plus son bras. Antoinette sentit ses ongles sales s'enfoncer dans sa peau. « Tu es aussi inutile que ta mère. »
il la poussa violemment contre le mur du garde-manger. La tête d'Antoinette heurta le bois avec un bruit sec qui résonna dans la petite pièce. Des étoiles dansèrent devant ses yeux et elle sentit un goût métallique de sang dans sa bouche. « Pardon, monsieur », réussit-elle à murmurer même avec la vision brouillée. Jacques cracha sur le sol près d'elle et retourna à la table. Antoinette attendit quelques secondes que ses jambes cessent de trembler. Puis elle alla chercher le beurre et le posa sur la table avec des mains qui ne pouvaient s'arrêter de tremiller. Son beau-père mangea en silence, l'ignorant complètement, comme si elle n'était qu'un meuble de plus dans la maison. Après que Jacques fut parti travailler à la ferme voisine, Antoinette put enfin respirer. Elle toucha l'arrière de sa tête où elle avait heurté le mur et sentit une bosse se former. Ce n'était rien comparé aux autres fois. Elle s'était déjà cassé 2 doigts de la main gauche qui n'avaient jamais été soignés et avaient guéri de travers. Elle avait une cicatrice profonde sur la cuisse droite depuis que Jacques l'avait jetée contre le poêle chaud il y a 2 ans. D'innombrables ecchymoses coloraient son corps d'une palette de jaune, de violet et de vert délavé. Antoinette nettoya la cuisine machinalement, lavant les tasses et balayant le plancher de planches irrégulières. Ensuite, elle alla s'occuper des poules, jetant du maïs dans la cour et ramassant les œufs qui serviraient pour les repas de la semaine. Il y avait 7 poules fermières maigrichonnes qui grattaient éternellement le sol à la recherche de quelque chose au-delà du maïs dur qu'elle leur offrait. Antoinette enviait parfois les poules. Au moins, elle pouvait gratter librement dans la cour, tandis qu'elle vivait enchaînée à cette routine de souffrance. Le soleil était déjà haut quand elle eut fini d'étendre le linge lavé sur l'étendage improvisé entre 2 arbres. Ses mains étaient rêches et gercées, à force de frotter les vêtements sur la pierre du ruisseau. Jacques ne lui permettait pas d'utiliser le savon fait maison pour laver ses propres vêtements, seulement les siens et ceux de ses fils. C'est pourquoi la robe d'Antoinette gardait des taches permanentes de sueur, de terre et de sang, qu'aucune quantité d'eau ne parvenait à enlever complètement. C'était dimanche, ce qui signifiait que Maurice et Sébastien viendraient déjeuner. Antoinette devrait préparer un festin dans les limites de ses maigres possibilités. Elle avait quelques poignées de haricots noirs, un petit morceau de lard que Jacques avait ramené la semaine précédente, de la farine de manioc et quelques feuilles de chou qu'elle avait cueillies dans le petit potager derrière le poulailler. Il n'y avait pas de viande fraîche, mais elle pourrait faire une bouillie épaisse avec le bouillon de haricots et le lard pour donner du goût. Pendant qu'elle cuisinait, Antoinette laissa son esprit vagabonder vers des lieux lointains. Elle imaginait ce que ce serait de vivre dans une grande ville, de travailler dans une famille respectable, où elle recevrait un salaire et aurait une vraie chambre. Ou, qui sait, même de trouver un homme bon qui la traiterait avec gentillesse. Mais ces fantasmes mouraient toujours rapidement. Qui épouserait une femme sans dot, sans famille respectable, marquée de cicatrices et avec des doigts tordus? Le déjeuner était prêt lorsque les 2 demi-frères arrivèrent en milieu de matinée, déjà ivres. Maurice portait une bouteille d'eau-de-vie à moitié vide, et Sébastien titubait visiblement. Ils entrèrent dans la maison en faisant du bruit, riant de blagues qu'eux seuls comprenaient. Jacques, qui était rentré de la ferme plus tôt car c'était dimanche, riait avec ses fils. C'était la seule fois qu'Antoinette voyait de la joie chez cet homme lorsqu'il était entouré de ses descendants. « Antoinette, où est la nourriture ?» cria Sébastien se jetant sur une chaise. « Je meurs de faim. » Antoinette servit rapidement les 3 hommes, plaçant les plus grandes portions dans leurs assiettes. Pour elle, elle ne réserva que quelques cuillerées de haricots et un peu de farine. Il n'y avait pas assez de choux pour tout le monde, alors elle n'en eut pas. Elle y était habituée. Au cours des 13 dernières années, elle avait rarement mangé à sa faim. Les hommes mangèrent voracement, parlant des prix du blé qui étaient en hausse, des ouvriers agricoles qui s'étaient enfuis du domaine des Dupont, de la sécheresse qui menaçait la récolte de l'année suivante. Antoinette resta debout dans le coin de la cuisine, attendant de servir plus de nourriture ou d'eau si nécessaire. C'était sa place pendant les repas, toujours debout, toujours prête à répondre à toute demande. « J'ai entendu dire que le baron de la Loire cherche des domestiques pour travailler au château », commenta Maurice, nettoyant son assiette avec un morceau de pain. « Il paie 1 000 € par mois, en plus du logement et de la nourriture. » Jacques grogna, désintéressé. « Je pensais que tu pourrais envoyer celle-là, » dit Maurice en regardant Antoinette avec un sourire malveillant. « Au moins, elle servirait à quelque chose et enverrait de l'argent à la maison. »
Antoinette sentit une pointe d'espoir traverser sa poitrine, comme un éclair. Travailler pour un baron signifierait quitter cette maison, échapper au mauvais traitement, peut-être même avoir des vêtements décents et des repas réguliers. Mais Jacques détruisit ce rêve immédiatement. Personne n'engagera cette misère. Regardez-la, elle ressemble à un épouvantail. De plus, qui fera le travail ici si elle part? Vous deux? Les fils rirent bruyamment de leur propre paresse. La conversation changea de sujet et Antoinette redevint invisible. Elle ramassa les assiettes sales et commença à les laver dans une bassine d'eau froide. Ses mains s'immergeaient et émergeaient de l'eau machinalement, tandis que son esprit traitait l'information sur le baron. 1 000 € par mois, c'était plus d'argent qu'elle ne pouvait l'imaginer. Avec cette somme, elle pourrait acheter de nouveaux vêtements, des chaussures, peut-être même économiser pour un avenir incertain plus à elle. Après le déjeuner, les 3 hommes partirent au village assister à un combat de coqs qui devait avoir lieu cet après-midi-là. Antoinette resta seule, comme toujours. Elle finit de nettoyer la cuisine, puis marcha jusqu'au petit ruisseau qui traversait la propriété à la lisière de la forêt dense. C'était son endroit secret, le seul espace où elle pouvait être seule, sans crainte d'être réprimandée ou agressée. Elle s'assit sur une pierre plate au bord du ruisseau et retira le foulard sale qui attachait ses cheveux. Sa chevelure châtain foncé tombait jusqu'à la taille, emmêlée et sans éclat par manque de soins appropriés. Elle mouilla ses mains dans l'eau glacée et les passa sur son visage, nettoyant la poussière et la sueur de la journée. Le reflet qu'elle voyait dans l'eau était celui d'une femme plus âgée que ses 21 ans. Ses yeux bruns avaient de profondes cernes. Ses pommettes étaient trop saillantes à cause de sa maigreur, et il y avait une coupure récente sur sa lèvre inférieure. Antoinette ferma les yeux et se permit d'imaginer juste quelques minutes ce que serait une vie différente. Elle s'imaginait vêtue d'un uniforme propre de domestique, dormant dans une chambre avec un vrai lit, mangeant 3 repas par jour. Elle imaginait travailler pour des gens qui la traiteraient avec un minimum de respect humain. Elle ne demandait ni luxe ni privilège, juste le strict nécessaire de la dignité humaine. Le son de sabots de cheval sur la route proche la tira de ses rêveries. Antoinette se leva rapidement, attachant son foulard dans ses cheveux. Il n'était pas courant que des cavaliers passent par cette route secondaire qui menait seulement à quelques petites propriétés et à la forêt dense. Curieuse et prudente, elle marcha jusqu'à la clôture de troncs qui délimitait la propriété et jeta un coup d'œil à travers les fentes. Elle vit une élégante calèche, différente de tout ce qu'elle avait déjà vu dans cette région rurale. Elle était tirée par 2 chevaux bais de noble allure, et le véhicule lui-même était peint en noir avec des détails dorés qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Un cocher noir vêtu d'une livrée impeccable conduisait les animaux avec expertise. La calèche ralentit à l'approche, comme si l'occupant cherchait quelque chose ou quelqu'un. Antoinette s'éloigna rapidement de la clôture, craignant d'être vue en train de fureter, mais dans ce mouvement précipité, son pied nu marcha sur une pierre pointue et elle perdit l'équilibre. Elle tomba à genoux sur le sol caillouteux, laissant échapper un gémissement de douleur qu'elle ne put retenir. Elle entendit la calèche s'arrêter complètement et le bruit d'une porte s'ouvrant. Des pas s'approchaient sur le chemin de terre battue. « Bonjour, tout va bien ?» La voix était masculine, grave, et contenait une gentillesse qu'Antoinette n'avait pas entendue depuis des années. Elle leva le visage et vit un homme d'environ 40 ans debout de l'autre côté de la clôture. Il portait un costume de lin beige d'excellente qualité, un chapeau à large bord et tenait une canne à pommeau d'argent. Son visage avait des traits aristocratiques, avec une moustache bien taillée et des yeux gris, qui l'observaient avec une préoccupation sincère. « Ce n'est rien, monsieur », répondit rapidement Antoinette, essayant de se lever, mais son genou protesta avec une douleur aiguë et elle chancela. L'homme n'hésita pas, ouvrit le portail improvisé de la clôture et marcha jusqu'à elle, offrant sa main gantée pour l'aider à se relever. Antoinette hésita. Elle n'avait jamais touché la main d'un homme de la haute société. Ses mains sales et rêches tacheraient son gant blanc. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous aider », insista l'homme avec la même voix douce. Antoinette accepta finalement la main tendue et il l'aida à se tenir debout avec précaution. Elle ne s'appuya que sur sa jambe gauche, car la droite lui faisait trop mal pour supporter son corps maigre. L'homme remarqua immédiatement. « Votre genou saigne. Il faut nettoyer et bander cette blessure. » Il se tourna vers le cocher. Antoine apportait la trousse de premier secours. Le cocher, un homme d'âge moyen aux cheveux gris, descendit rapidement de la calèche
et alla chercher une boîte en bois à l'intérieur du véhicule. Antoinette était trop étourdie pour réagir. Personne n'avait jamais montré de préoccupation pour ses blessures. Quand elle se cassait quelque chose, quand elle se coupait, quand elle était battue jusqu'au sang, elle avait toujours dû prendre soin d'elle-même comme elle le pouvait. Et maintenant, un étranger, clairement un homme de bien, traitait sa blessure comme si elle était une personne importante. L'homme ouvrit la boîte et en retira un flacon d'eau boriquée, des compresses stériles et des bandages. Il s'agenouilla devant elle, sans se soucier que le genou de son pantalon coûteux touche le sol sale. « Cela va piquer un peu », l'avertit-il avant de nettoyer la blessure avec l'eau boriquée. Antoinette se mordit la lèvre pour ne pas gémir de douleur. La coupure au genou était profonde. La pierre avait déchiré la peau, exposant la chair vive en dessous. Pendant que l'homme bandait son genou avec des mouvements précis et soigneux, Antoinette l'observait fascinée. Ses mains étaient fermes mais douces, et il travaillait avec la concentration de quelqu'un habitué à soigner des blessures. « Êtes-vous médecin ?» demanda-t-elle timidement. L'homme sourit pour la première fois, et le sourire transforma son visage sérieux en quelque chose de presque paternel. « Non. Mais j'ai appris les premiers secours pendant la guerre de Crimée. J'ai servi comme capitaine et j'ai souvent dû soigner mes propres hommes. »« Guerre de Crimée », répéta Antoinette. Elle connaissait vaguement le conflit qui s'était terminé il y a seulement 4 ans, en 1870. Jacques parlait parfois de la façon dont cette guerre avait été un gaspillage de ressources et d'hommes, mais il ne mentionnait jamais les vétérans avec le respect qu'ils méritaient. « Quel est votre nom ?» demanda l'homme, attachant le bandage d'un nœud ferme mais pas trop serré. « Antoinette, monsieur. Antoinette Dubois. » Elle utilisait le nom de famille de sa mère, refusant de porter celui de son beau-père. « Et vous, monsieur ?» L'homme se leva, nettoyant ses mains sur un mouchoir blanc qu'il rangea ensuite dans sa poche. « Je suis Michel de Montaigne, baron de Saint-Michel. J'ai des propriétés dans la région du Limousin. » Le nom tomba sur Antoinette comme de l'eau froide. Un baron. Elle parlait à un vrai baron, pas seulement un riche fermier, mais quelqu'un avec un titre de noblesse, concédé par la couronne impériale. Antoinette tenta de faire une révérence appropriée, mais faillit tomber à nouveau à cause de son genou blessé. Le baron la retint par le bras, la stabilisant. « Pas besoin de formalité, vous êtes blessé. » Il regarda autour de lui, remarquant pour la première fois la précarité de la propriété. La petite maison mal entretenue, le poulailler improvisé, la clôture chancelante. « Vous vivez ici seul ?» Antoinette secoua la tête. « Je vis avec mon beau-père et ses fils, monsieur. » Le baron fronça les sourcils, remarquant maintenant les autres blessures. La coupure sur la lèvre qui n'avait pas encore complètement guéri, les marques sombres sur ses bras qu'elle ne pouvait cacher avec sa robe à manches courtes déchirée. La façon dont elle se recroquevillait légèrement, comme un animal habitué à être battu. Il avait vu des serviteurs maltraités avec cette même posture corporelle. « Antoinette, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle acquiesça nerveusement. « Qui vous a fait ces marques ?» Le silence qui suivit fut lourd. Antoinette ne savait pas comment répondre. Admettre les mauvais traitements pourrait entraîner des conséquences pires si Jacques découvrait qu'elle avait parlé à un étranger. Mais mentir à un baron semblait aussi faux et dangereux. Elle resta paralysée entre la peur du présent et la peur de l'avenir, incapable de former des mots. Le baron Michel interpréta correctement son silence. Il avait vu suffisamment de choses au cours de ses décennies de vie pour reconnaître une victime de violences domestiques. « Vous n'avez pas besoin de répondre si vous ne le souhaitez pas, » dit-il gentiment. Antoinette retrouva finalement sa voix, bien que ce ne fût qu'un murmure. « Il n'y a pas d'aide pour des gens comme moi, monsieur. Je suis orpheline, sans famille, sans argent, sans rien qui me donne de la valeur. Mon beau-père me garde par obligation, et je paie cette dette par mon travail. C'est ainsi que les choses sont. » Le baron secoua lentement la tête. « Cela ne devrait pas être ainsi. Aucun être humain ne mérite d'être traité comme une propriété. » Il regarda le ciel, calculant le temps. Le soleil commençait déjà à descendre vers l'horizon. « Je dois poursuivre mon chemin, mais j'aimerais vous faire une proposition avant de partir. » Antoinette le regarda, surprise. « Quel genre de proposition, monsieur ?» Elle ne pouvait imaginer ce qu'un baron pourrait vouloir d'une personne comme elle. « Ma propriété dans le Limousin a besoin de domestiques. La maison est grande et ma gouvernante devient trop âgée pour tout gérer seule. Le travail consisterait à s'occuper des chambres d'hôtes,
à aider en cuisine et à servir les repas lorsque je reçois des visites. Il fit une pause, étudiant son visage. Je vous offre 1 000 € par mois, avec logement, nourriture et uniforme fournis. Vous auriez votre propre chambre et un jour de congé par semaine. Antoinette sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. 1 000 € par mois, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait touché de toute sa vie. Une chambre à elle signifiait intimité et sécurité. Des repas réguliers signifiaient ne pas souffrir de la faim. Mais l'offre semblait trop belle pour être vraie. Les hommes riches n'offraient pas d'emploi à des femmes misérables qu'ils trouvaient tombées sur la route. Il devait y avoir une ruse, un piège caché. « Monsieur le baron, dit-elle prudemment, pourquoi me proposez-vous cela? Vous ne me connaissez pas? Vous ne savez pas si je suis travailleuse ou honnête? Je pourrais voler ou causer des problèmes. » Le baron sourit à nouveau, et il y avait de la tristesse dans ce sourire. « Je vous l'offre parce que j'ai vu dans vos yeux quelque chose que je reconnais. Un désespoir silencieux. J'ai moi-même été désespéré il y a longtemps, et quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, je peux faire de même pour vous. » Antoinette voulut croire, voulut accepter immédiatement, mais des années de souffrance lui avaient appris la prudence. « Et mon beau-père, monsieur, il ne me laisserait jamais partir ainsi. Il dit qu'il a besoin de moi pour s'occuper de la maison. » Le baron réfléchit un instant. Puis il retira une petite bourse en cuir de la poche intérieure de sa veste. « Combien paierait-il pour une domestique engagée pour une longue durée pour faire le travail que vous faites ?» La question choqua Antoinette. « Je ne sais pas, monsieur. Je n'y ai jamais pensé. »« Une somme considérable, de l'ordre de 2 000 € actuellement, » expliqua le baron. « Je vais offrir la moitié de cette somme à votre beau-père pour votre liberté. 2 000 €. C'est assez d'argent pour qu'il puisse engager plusieurs domestiques libres ou faire d'autres investissements qu'il jugera appropriés. » Il ouvrit la bourse, et Antoinette vit plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé en un seul endroit, des billets et des pièces qui brillaient sous la lumière du soleil de l'après-midi. « Pourquoi faites-vous cela, monsieur ?» demanda Antoinette, les larmes commençant à brouiller sa vision. Personne n'avait jamais rien fait pour elle sans attendre quelque chose en retour. « Mais je n'ai aucun moyen de vous rembourser. » Le baron referma la bourse et la remit dans sa poche. « Je ne vous demande pas de me rembourser. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir. Vous travaillerez sur ma propriété et recevrez votre salaire normalement. C'est tout ce que j'attends en retour. » Antoinette essuya ses larmes avec le dos de sa main sale. Pour la première fois en 13 ans, elle sentait quelque chose de semblable à l'espoir grandir en elle. « Quand souhaiteriez-vous que je commence, monsieur ?» Il consulta une montre de poche dorée. « Aujourd'hui, c'est dimanche. Je dois retourner dans le Limousin cette semaine, mais je peux revenir samedi prochain. Cela vous laisse le temps de faire vos adieux et de préparer vos affaires. Cela me donne aussi le temps de parler à votre beau-père et de prendre les dispositions nécessaires. »« Mon beau-père est au village maintenant, mais il rentrera au crépuscule, » informa Antoinette. « Si vous souhaitez lui parler aujourd'hui. » Le baron secoua la tête. « Je préfère faire cela correctement, avec un contrat écrit et des témoins. Je reviendrai samedi après-midi, vers 3 heures. Soyez prête. Vous pouvez apporter ce que vous avez de personnel, mais je vous fournirai des vêtements et d'autres articles nécessaires lorsque vous arriverez au domaine. » Le baron retourna à sa calèche, mais s'arrêta avant de monter. Il se tourna vers Antoinette une dernière fois. « Juste une chose de plus. Si vous changez d'avis, ou si votre beau-père refuse mon offre, envoyez un message par l'intermédiaire du curé de l'église paroissiale d'Auvergne. Il sait où me trouver. » Antoinette acquiesça, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé dans les dernières minutes. « Merci, monsieur le baron. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » La calèche partit, soulevant un nuage de poussière rouge de la route. Antoinette resta immobile, là où elle était, observant jusqu'à ce que le véhicule disparaisse complètement dans le virage qui ramenait à la route principale. Ce n'est qu'alors qu'elle permit à la réalité de ce qui s'était passé de l'atteindre pleinement. Un vrai baron lui avait offert un emploi, un salaire, une vie. En moins d'une semaine, elle pourrait être loin de cette maison d'horreur, mais l'espoir s'accompagnait de peur. Et si Jacques refusait? C'était un homme avide, mais aussi fier et dominateur. Il pourrait refuser juste pour la garder sous son emprise, ou pire, il pourrait accepter l'argent et ensuite créer des problèmes au baron, inventant des histoires sur elle pour ruiner sa réputation. Antoinette connaissait bien la malice de son beau-père,
et ne doutait pas qu'il fût capable de n'importe quelle bassesse. Elle boita de retour à la maison, s'appuyant sur des branches et des clôtures. Le genou bandé lui faisait mal à chaque pas, mais c'était une douleur différente de celles auxquelles elle était habituée. C'était une douleur qui avait été traitée avec soin et attention, non ignorée ou ridiculisée. Elle arriva à la masure qu'elle appelait sa chambre et s'allongea sur le matelas de paille, laissant les larmes couler librement maintenant qu'elle était seule. Elle pleura pour la fillette de 8 ans, qui avait perdu sa mère et gagné un tyran. Elle pleura pour l'adolescente qui avait été battue jusqu'à ne plus pouvoir se lever et qui avait pourtant dû travailler le lendemain. Elle pleura pour la jeune femme de 21 ans qui avait renoncé à une vie meilleure et pleura de soulagement d'avoir enfin une possibilité réelle d'échapper à cet enfer personnel. Les larmes mouillèrent la vieille paille du matelas jusqu'à ce qu'elles sèchent enfin et qu'Antoinette s'endorme épuisée. Elle se réveilla au son de voix fortes et de rires ivres. Les 3 hommes étaient rentrés du village. Antoinette se leva rapidement, nettoya son visage et boita jusqu'à la maison principale. Elle devait préparer le dîner avant que Jacques ne commence à se plaindre. Dans la cuisine, elle alluma la lampe et commença à réchauffer les haricots qui restèrent du déjeuner. Elle fit de la farine avec des gratons et prépara une carafe d'eau fraîche du pot en terre cuite. Les hommes dînèrent en parlant fort du combat de coq auquel ils avaient assisté. Maurice avait gagné 5 000 € en pariant sur le coq d'un certain colonel Lefebvre. Sébastien avait perdu la même somme en pariant sur l'adversaire. Jacques était juste assez ivre pour être de bonne humeur, mais pas au point de devenir violent. C'était le meilleur scénario possible. Antoinette les servit en silence, espérant que personne ne remarquerait sa boiterie ou ne poserait de questions sur le bandage à son genou. Heureusement, les 3 hommes étaient trop absorbés par leur propre conversation pour faire attention à elle. Quand ils eurent fini de manger, Jacques rôta bruyamment et se leva de table, titubant. « Je vais dormir, demain je me lève tôt pour travailler à la ferme du capitaine Noyer. » Maurice et Sébastien se levèrent également, prirent congé de leur père et partirent pour leur propre maison au village. Antoinette respira de soulagement lorsqu'elle fut enfin seule dans la cuisine. Elle lava les assiettes et les casseroles en silence, son genou lançant à chaque mouvement. Mais la douleur physique était insignifiante comparée à la turbulence de pensée dans son esprit. 6 jours, seulement 6 jours la séparaient d'une nouvelle vie. 6 jours qui devraient passer sans que Jacques ne se doute de rien. S'il réalisait qu'elle avait l'intention de partir, il pourrait l'enfermer dans sa chambre ou même la blesser gravement pour l'empêcher de travailler ailleurs. Cette nuit-là, allongée sur son matelas de paille, Antoinette planifia soigneusement les jours à venir. Elle devrait agir avec une normalité absolue, ne montrer aucun changement de comportement. Elle ferait toutes les tâches, comme toujours. Elle subirait les coups si nécessaire, sans se plaindre. Elle garderait les yeux baissés et la bouche fermée. 6 jours de prudence maximale pour garantir 6 ans, peut-être une vie entière de liberté. La semaine passa avec une lenteur torturante. Le lundi, Antoinette se réveilla avant l'aube, comme toujours, et prépara le café de Jacques. Son beau-père était de mauvaise humeur à cause de sa gueule de bois et la gifla parce que le café était trop chaud. Elle accepta le coup sans réagir, baissa simplement la tête et murmura des excuses. Le mardi, elle passa toute la journée à laver le linge au ruisseau, frottant jusqu'à ce que ses mains saignent. Ses pensées, cependant, étaient loin de là, imaginant ce que serait la chambre à elle que le baron avait promise. Le mercredi matin, alors qu'elle balayait la cour, Antoinette vit une calèche différente s'arrêter sur la route. Son cœur s'emballa, pensant que ce pourrait être le baron Michel, revenant plus tôt que prévu, mais ce n'était qu'un colporteur offrant des tissus et des babioles. Jacques le renvoya avec des grossièretés, disant qu'il n'avait pas d'argent à dépenser pour des futilités. Antoinette ressentit une pointe de déception, mais aussi de soulagement. Elle avait encore 3 jours pour se préparer mentalement. Le jeudi, Jacques rentra à la maison plus tôt, apportant des nouvelles. Maurice a dit que le baron de Saint-Michel est dans la région, visitant quelques propriétés. Un homme riche de ceux-là, héritier de terre depuis des générations. On dit qu'il a perdu sa femme il y a 2 ans et qu'il est devenu un peu reclus. Antoinette feignit l'indifférence en servant le dîner, mais chaque mot faisait battre son cœur plus fort. Le baron était donc veuf. Cela expliquait la tristesse qu'elle avait remarquée dans ses yeux. Le vendredi, veille de l'arrivée du baron, Antoinette eut du mal à dormir.
Elle passa la nuit à se retourner sur le matelas inconfortable, alternant entre espoir et terreur. Et si tout n'était qu'un rêve? Et si le baron avait changé d'avis? Et si Jacques devenait si furieux de la proposition qu'il la tuerait avant de la laisser partir? 1000 scénarios catastrophiques traversèrent en son esprit, jusqu'à ce que finalement le coq chante, annonçant un nouveau jour. Antoinette se leva, les yeux rouges d'insomnie mais déterminée à maintenir la routine. Elle prépara le café, s'occupa des poules, balaya la maison. Chaque tâche était accomplie avec un soin supplémentaire, comme si c'était la dernière fois. Et peut-être l'était-ce. Si tout se passait bien, dans 24 heures, elle serait loin de cette propriété, commençant une vie complètement nouvelle dans le Limousin. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Pendant la matinée, tandis qu'elle raccommodait quelques vêtements de Jacques, Antoinette se permit de penser au baron Michel. Il avait dit qu'il reviendrait le samedi à 3 heures de l'après-midi. Était-il un homme de parole? Tiendrait-il sa promesse? Ou avait-il offert son aide dans un élan de bonté momentanée qui s'était ensuite évanoui sous la lumière froide de la raison? Antoinette voulait croire qu'il était différent, qu'il existait des gens bons dans le monde, mais 13 ans de souffrance avaient rendu difficile de faire confiance à qui que ce soit. Le midi arriva, et Jacques déjeuna rapidement avant de retourner au travail. Il serait absent jusqu'à la fin de l'après-midi, ce qui signifiait qu'il ne serait pas à la maison lorsque le baron arriverait. Cela pouvait être bon ou mauvais. Bon, car il n'y aurait pas de confrontation immédiate. Mauvais, car le baron pourrait partir sans faire la proposition formelle. Antoinette décida qu'elle devrait parler au baron dès son arrivée et lui expliquer la situation. Peut-être pourrait-il revenir plus tard ou attendre le retour de Jacques. Les heures de l'après-midi s'étirèrent comme de la mélasse épaisse. Antoinette ne parvenait à se concentrer sur aucune tâche. Elle commençait à laver une casserole et s'arrêtait au milieu. Elle prenait le balai et le laissait appuyer contre le mur. Ses yeux revenaient constamment vers la route, cherchant des signes de la calèche noire aux détails dorés. 2 heures passèrent, puis 2 heures et demie. Antoinette commença à perdre espoir. Peut-être le baron avait-il vraiment changé d'avis. Il était presque 3 heures quand elle entendit enfin le son incomparable des sabots de chevaux et des roues de calèche sur le chemin de terre. Son cœur bondit dans sa poitrine, elle courut à la fenêtre du salon et jeta un coup d'œil à travers le rideau déchiré. C'était lui. La calèche noire et dorée s'arrêta devant la propriété et le baron Michel en descendit avec la même élégance que la semaine précédente, mais cette fois, il n'était pas seul. Un homme plus âgé, vêtu de noir, avec un col clérical, descendit derrière lui. Antoinette reconnut immédiatement le prêtre. C'était le père Benoît, curé de l'église paroissiale d'Auvergne, un homme respecté dans la région qui connaissait pratiquement toutes les familles. Sa présence là signifiait que le baron prenait l'affaire au sérieux, faisant tout de manière formelle et attestée. Antoinette sentit une vague de soulagement mêlée de nervosité, lissa inutilement sa robe usée et marcha jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrant avant que les hommes n'aient besoin de frapper. « Bon après-midi, monsieur le baron », salua-t-elle d'une révérence maladroite. Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforça de garder son calme. Le baron sourit gentiment et ôta son chapeau. « Bon après-midi, Antoinette. Comment va votre genou ?» La question simple, démontrant qu'il se souvenait de la blessure, toucha profondément Antoinette. « Il va mieux, monsieur. Le bandage a beaucoup aidé. Merci encore. » Le père Benoît l'observait de ses petits yeux bienveillants. C'était un homme d'environ 60 ans, aux cheveux blancs et au ventre proéminent, qui tendait sa soutane noire. « Alors, vous êtes la jeune femme dont le baron m'a parlé ?»« Antoinette Dubois, fille de Joseph Dubois. » Elle acquiesça. « Oui, mon père. Ma mère est décédée il y a 6 ans de la tuberculose. » Le prêtre fit le signe de la croix. « Que Dieu l'ait en sa gloire. J'ai connu votre mère. C'était une femme travailleuse et de foi. »« Votre beau-père est-il à la maison ?» demanda le baron, regardant autour de la modeste propriété. Antoinette secoua la tête. « Non, monsieur. Il travaille à la ferme du capitaine Noyer et ne rentre qu'au crépuscule, mais je peux le faire chercher si vous pouvez attendre. » Le baron et le prêtre échangèrent des regards. « Il serait préférable de lui parler personnellement, » convint le prêtre. « L'affaire est délicate et doit être traitée correctement. » Les trois restèrent debout dans la cour un instant, mal à l'aise. Antoinette ne savait pas si elle devait inviter les hommes à entrer dans la misérable maison ou s'ils devaient attendre dehors. Le baron remarqua son embarras. « Nous pouvons attendre ici.
L'air frais est agréable cet après-midi. Il marcha jusqu'à l'ombre d'un arbre et y resta appuyé sur sa canne. Le prêtre le suivit, et les deux commencèrent à converser à voix basse sur des sujets qu'Antoinette ne pouvait entendre. Elle retourna à l'intérieur de la maison, son cœur battant la chamade. Elle prépara une carafe d'eau fraîche et l'apporta aux hommes avec 2 tasses propres. « Souhaitez-vous boire de l'eau, messieurs ?» Le baron accepta avec gratitude. « C'est très gentil de votre part, Antoinette. » Elle les servit tous les deux et resta là, ne sachant que faire. « Vous pouvez retourner à vos tâches, » dit le prêtre gentiment. « Nous vous préviendrons lorsque votre beau-père arrivera. » Antoinette retourna à l'intérieur de la maison, mais ne parvenait à se concentrer sur absolument rien. Elle allait à la fenêtre toutes les quelques minutes, vérifiant si Jacques s'était arrivé. Ses pensées étaient un tourbillon chaotique. Comment son beau-père réagirait-il à la proposition du baron? 2000 €, c'était beaucoup d'argent, mais Jacques était imprévisible. Il pourrait accepter l'offre avec avidité ou la refuser par pur dépit. Il n'y avait aucun moyen de prévoir le chemin qu'il choisirait. Environ 1 heure plus tard, Antoinette entendit des pas lourds s'approcher par la route. C'était Jacques qui rentrait du travail plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta brusquement en voyant l'élégante calèche garée devant sa propriété et les 2 hommes distingués attendant sous l'arbre. Son expression passa de la surprise à la méfiance. Jacques n'aimait pas les étrangers sur ses terres, surtout les étrangers qui appartenaient clairement à une classe sociale bien supérieure à la sienne. « Bon après-midi », dit Jacques prudemment, s'approchant des hommes. Ses vêtements de travail étaient sales de terre rouge et de sueur. Comparé à l'élégance du baron et à la soutane propre du prêtre, il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un travailleur rural pauvre et sans éducation raffinée. « En quoi puis-je vous aider, messieurs ?» Sa voix avait un ton défensif, comme s'il s'attendait à des problèmes. Le baron Michel fit un pas en avant et tendit la main. « Bon après-midi, je suis Michel de Montaigne, baron de Saint-Michel. Voici le père Benoît de l'église paroissiale d'Auvergne. » Jacques serra la main du baron avec méfiance, mais fit une révérence respectueuse au prêtre. Aussi grossier qu'il fût, il craignait encore suffisamment l'Église pour montrer de la déférence à un ecclésiastique. « Un baron et un prêtre ensemble sur ma propriété. Je dois être dans le pétrin, » tenta-t-il de faire une blague qui sortit forcée et sans humour. Le prêtre sourit patiemment. « Au contraire, monsieur Dubois, nous sommes ici pour vous faire une proposition que je crois avantageuse pour toutes les parties concernées. » Le baron alla droit au but. « J'ai rencontré votre belle-fille Antoinette la semaine dernière, lorsqu'elle a eu un accident. Je lui ai prodigué les premiers secours et nous avons brièvement conversé. J'ai découvert que c'est une jeune femme travailleuse et éduquée. Ma propriété dans le Limousin a besoin de domestiques et j'aimerais l'engager. » Jacques fronça profondément les sourcils. « Engager Antoinette ? Elle n'a aucune éducation, elle sait à peine lire et écrire. » « Savoir lire et écrire, c'est déjà plus d'éducation que beaucoup de domestiques n'en possèdent, » rétorqua calmement le baron. Antoinette a démontré ses qualités. Jacques croisa les bras sur sa poitrine, une posture défensive. « Et si je refuse? J'ai besoin d'elle ici pour s'occuper de la maison. » Ce fut le moment que le baron avait attendu. « Je suis prêt à vous dédommager adéquatement pour la perte de votre domestique. » Le baron fit un geste au prêtre, qui retira une épaisse enveloppe de la poche intérieure de sa soutane. « Nous vous offrons 2000 € pour la libération d'Antoinette de ses obligations familiales. C'est la moitié du prix d'une domestique engagée pour une longue durée, jeune et en bonne santé. Avec cette somme, vous pouvez engager plusieurs domestiques libres ou faire d'autres investissements que vous jugerez appropriés. » Jacques écarquilla les yeux en entendant la somme. 2000 €, c'était plus d'argent qu'il n'en gagnait en 2 ans de travail, mais l'avidité luttait contre l'orgueil blessé et le désir de contrôle. 2000 €, c'est beaucoup d'argent, dit-il lentement, calculant. Mais Antoinette est ma responsabilité depuis que j'ai épousé sa mère. Ces mots sonnaient nobles, mais le ton révélait qu'il ne faisait que négocier pour plus d'argent. Le père Benoît intervint d'une voix ferme. « Monsieur Dubois, nous ne parlons pas de vendre une personne. Nous parlons de libérer une jeune femme d'une situation difficile afin qu'elle puisse avoir une meilleure opportunité de vie. » Le prêtre fit une pause significative. « Et je dois mentionner que j'ai reçu des rapports préoccupants sur la façon dont Antoinette est traitée dans cette maison. Des marques de violence, la privation de nourriture, des conditions de vie inadéquates sont des accusations sérieuses que l'Église prend très au sérieux. » La menace voilée était claire. Si Jacques refusait l'offre généreuse du baron,
Le prêtre pourrait ouvrir une enquête qui apporterait la honte et, possiblement, des conséquences légales pour la famille Dubois. Jacques pâlit. Il ne s'attendait pas à ce que ses actions privées soient parvenues aux oreilles du clergé. « C'est absurde !» tenta-t-il de bluffer. « Antoinette est traitée comme n'importe quel domestique. Elle a un toit, de la nourriture et des vêtements. Je ne fais rien de plus que ce que ferait n'importe quel beau-père. » Le père Benoît se contenta de le fixer en silence, et ce silence était plus accablant que n'importe quelle accusation verbale. Jacques réalisa qu'il était acculé entre accepter l'argent ou faire face à l'exposition publique de ses mauvais traitements. « D'accord, » dit-il finalement, sa voix pleine d'un ressentiment mal dissimulé. « 2000 €. Antoinette peut aller travailler pour monsieur le baron ?» Le baron Michel acquiesça, gardant son expression neutre, malgré le mépris qu'il ressentait pour l'homme en face de lui. « Excellent. » Le père Benoît prépara un contrat formel, établissant les termes de l'accord. « Nous allons le revoir ensemble. » Les 4 hommes, y compris Jacques, s'assirent à une table improvisée dans la cour, tandis que le prêtre déroulait le document. Le contrat était détaillé et clair. Il stipulait 2000 € comme compensation pour la perte des services domestiques d'Antoinette Dubois. En échange, il libérait tous les droits et responsabilités sur elle, lui permettant de travailler librement pour le baron de Saint-Michel. Le document incluait également une clause importante. Jacques acceptait de ne pas chercher, contacter ou interférer dans la vie d'Antoinette, de quelque manière que ce soit à partir de ce moment. Jacques lut le contrat lentement, ses lèvres bougeant tandis qu'il déchiffrait les mots formels. Quand il arriva à la dernière clause concernant le fait de ne pas contacter Antoinette, il fronça les sourcils. « Pourquoi cette partie ? Ce n'est pas une esclave que je vends, c'est ma belle-fille. » Le baron répondit d'une voix froide, « Précisément parce qu'elle n'est pas une esclave mais une personne libre. Cette clause existe pour protéger sa liberté de choix. Si elle souhaite maintenir le contact avec vous à l'avenir, ce sera sa décision, pas la vôtre. » L'implication était claire. Le baron ne faisait pas confiance à Jacques pour ne pas tenter d'extorquer plus d'argent ou de causer des problèmes à l'avenir. Le père Benoît poussa une plume et de l'encre sur la table. « Si vous êtes d'accord avec tous les termes, signez ici en bas. Je signerai comme témoin ainsi que mon sacristain qui attend dans la calèche. » Jacques hésita une seule seconde avant de prendre la plume. L'avidité l'emporta. Il signa son nom d'une écriture maladroite au bas du document. Le prêtre fit signe au sacristain, un jeune homme d'environ 25 ans, qui descendit de la calèche et vint témoigner de la signature. Après que tous eurent signé, le prêtre prit l'enveloppe contenant l'argent et la remit à Jacques. « 2000 € comme convenu. Comptez si vous le souhaitez. » Jacques ne perdit pas de temps. Ouvrit l'enveloppe sur le champ et compta chaque billet, chaque pièce, vérifiant que la somme était complète. Quand il confirma que tout était en ordre, un sourire avide se répandit sur son visage. « C'est parfait, » dit-il, rangeant l'enveloppe à l'intérieur de sa chemise. Il regarda la maison où Antoinette attendait encore, cachée derrière le rideau. « Antoinette !» cria-t-il. Elle sortit de la maison, les jambes tremblantes, n'arrivant pas encore à croire que tout cela se passait. Elle marcha jusqu'à l'endroit où les hommes étaient assis, gardant les yeux baissés, comme elle avait appris à le faire pendant des années de soumission. Le baron se leva et lui parla directement. « Antoinette, votre beau-père a accepté les termes que nous avons discutés. Vous êtes libre de venir travailler sur ma propriété à Montargis. » Antoinette leva lentement les yeux, d'abord vers le baron, puis vers Jacques, cherchant un signe que c'était un piège ou une blague cruelle. Mais son beau-père la regarda simplement avec un mélange de ressentiment et d'indifférence. « Vous pouvez aller chercher vos affaires, » dit-il sèchement. Ce furent probablement les mots les plus honnêtes que Jacques lui ait jamais adressés. Antoinette hocha la tête et courut vers sa petite chambre à l'arrière. Ses possessions tenaient dans un petit baluchon. 2 vieilles robes en plus de celles qu'elle portait. Une paire de chaussettes rapiécées, un peigne avec plusieurs dents cassées, un chapelet qui avait appartenu à sa mère, et un petit médaillon en laiton avec un portrait fané de Josette. C'était tout ce qu'elle possédait au monde, tout ce qui restait de 21 ans de vie. Elle attacha le baluchon avec une ficelle et jeta un dernier regard à la misérable petite chambre qui avait été sa prison pendant tant d'années. Quand Antoinette revint dans la basse-cour, portant son pathétique baluchon, elle trouva les hommes déjà debout, prêts à partir. Le père Benoît fit le signe de la croix sur elle. « Que Dieu vous protège et guide vos pas, ma fille.
Vous commencez une nouvelle vie aujourd'hui. Faites bon usage de cette opportunité. » Antoinette s'agenouilla et embrassa l'anneau du prêtre trop ému pour parler. Quand elle se releva, ses yeux étaient remplis de larmes non versées. Le baron Michel lui tendit la main pour l'aider à monter dans la calèche. Antoinette hésita une seconde, regardant en arrière une dernière fois. La petite maison où elle avait tant souffert, la basse-cour où elle était tombée tant de fois, le poulailler où elle se cachait parfois pour pleurer en paix, tout cela serait derrière elle maintenant. Elle accepta la main du baron et monta dans la calèche, s'asseyant sur le banc rembourré qui était plus confortable que n'importe quel endroit où elle s'était assise de toute sa vie. Le prêtre monta également, s'asseyant à côté du baron sur le banc opposé au sien. Le sacristain ferma la porte et monta sur le siège du cocher avec Thomas le cocher. Avant que la calèche ne parte, Jacques s'approcha de la fenêtre et regarda Antoinette une dernière fois. « Ne venez pas me chercher si les choses ne se passent pas bien là-bas. Vous avez fait votre choix. » Antoinette le regarda directement pour la première fois depuis des années. « Ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai jamais ici. » Il y avait une force dans sa voix qui la surprit elle-même. La calèche commença à avancer lentement au début, puis prit de la vitesse. Antoinette ne regarda pas en arrière, gardant les yeux fixés devant elle, vers l'avenir inconnu qui l'attendait. À ses côtés, le baron observait son profil avec une expression pensive. « Antoinette, il y a quelque chose que je dois vous expliquer concernant le travail à la ferme et ma maison. » Elle se tourna vers lui, attentive. « Oui, monsieur le baron, je suis prête à écouter. D'abord, concernant les conditions de travail. Vous aurez votre propre chambre à l'étage supérieur de la maison de maître, avec les autres domestiques. La chambre est simple, mais confortable, avec un lit, une armoire et un petit bureau. Vous recevrez 3 uniformes complets qui devront être maintenus propres et bien entretenus. Les repas seront pris dans la cuisine avec les autres employés 3 fois par jour. » À chaque mot, Antoinette sentait la réalité de sa nouvelle vie devenir plus concrète. 3 repas par jour, une vraie chambre, des uniformes propres. Vos heures de travail seront de 6 heures du matin à 8 heures du soir, avec 2 heures de pause pendant la journée pour le repos et les repas. Le dimanche, vous aurez l'après-midi libre pour aller à la messe et vous occuper de vos affaires personnelles. Le baron fit une pause. Votre salaire sera de 1 000 € par mois. La moitié vous sera versée directement. L'autre moitié sera déposée sur un livret d'épargne à votre nom. Ainsi, lorsque vous déciderez de suivre votre propre chemin, vous aurez des économies pour commencer. Antoinette pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. La moitié de son salaire serait mise de côté pour qu'elle puisse construire un avenir. Personne n'avait jamais pensé à son avenir auparavant. « Monsieur le baron, vous êtes trop généreux avec moi. Je ne sais comment vous remercier. » Le baron secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'offre un travail honnête pour un salaire juste. Vous me remercierez en remplissant vos responsabilités avec dévouement et honnêteté. » Il se pencha légèrement en avant. « Mais je dois être clair sur une chose. J'attends l'excellence de tous mes employés. Pas de paresse, de malhonnêteté ou de manque de respect. » Le ton sérieux du baron fit Antoinette redresser l'échine. « Soyez assuré que je travaillerai dur, monsieur. Je n'ai jamais été paresseuse ou malhonnête. Le travail est tout ce que je connais. » Le prêtre, qui était resté silencieux pendant la conversation, parla finalement. « Baron, vous n'avez pas mentionné Madame Thérèse. » Le baron parut légèrement mal à l'aise avec le sujet. « Ah oui, Madame Thérèse. Elle est ma gouvernante depuis 20 ans, depuis avant mon mariage. C'est une femme très compétente, mais aussi très exigeante. Thérèse gère toute la maison d'une main de fer, » continua le baron. « Elle établit les horaires, distribue les tâches et supervise le travail de toutes les domestiques. Vous répondrez directement à elle, pas à moi. Si vous avez un problème ou une question, vous devez d'abord la consulter. » Il y avait quelque chose dans le ton du baron qui inquiéta légèrement Antoinette. La façon dont il parlait de la gouvernante suggérait que la femme ne serait pas facile à gérer, mais après avoir survécu 13 ans avec Jacques, Antoinette sentait qu'elle pouvait faire face à n'importe quel défi. Le voyage jusqu'à Montargis prendrait environ 5 heures, en passant par Nemours et en suivant la route qui traversait la vallée de la Loire. Le prêtre descendrait à l'église principale de Nemours, où il résidait, ne laissant qu'Antoinette et le baron pour le reste du voyage. Tandis que la calèche cahotait doucement sur le chemin de terre, Antoinette observait le paysage par la fenêtre. Des champs de café s'étendaient à perte de vue,
entrecoupées de zones de forêt denses et de petits villages. Quand ils arrivèrent au village de Nemours, le prêtre prit congé d'eux avec des bénédictions et des mots d'encouragement pour Antoinette. « Souvenez-vous, ma fille, Dieu a des plans pour vous. Faites-lui confiance et faites confiance à votre propre force intérieure. » Après que le prêtre fut descendu, la calèche continua son chemin. Maintenant seule avec le baron dans l'espace clos du véhicule, Antoinette se sentit soudainement timide. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le baron parle enfin, sa voix plus douce qu'auparavant. « Antoinette, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête nerveusement. « Oui, monsieur le baron. » Il l'étudia avec des yeux qui semblaient y voir à travers ses défenses soigneusement construites. « Pourquoi n'avez-vous jamais fui? Vous êtes jeune et capable. Vous auriez pu chercher du travail ailleurs, demander de l'aide à l'Église ou aux autorités. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans une situation si clairement abusive ?» La question prit Antoinette au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur ses choix ou leur absence. Elle réfléchit attentivement avant de répondre. « J'ai fui une fois, monsieur. J'avais 14 ans et je ne supportais plus les coups. J'ai marché jusqu'au village et j'ai demandé de l'aide aux gendarmes. » Elle fit une pause, le souvenir encore douloureux, même 7 ans plus tard. Le gendarme a dit qu'il ne pouvait pas interférer dans les affaires de famille, que mon beau-père avait le droit de corriger sa belle-fille comme il l'entendait. Alors, j'ai cherché du travail dans les maisons du village, mais personne ne voulait embaucher une fille sans référence, sans famille respectable. Il disait que je pouvais être une voleuse ou avoir de mauvaises mœurs. J'ai passé 3 jours à dormir sous les ponts, mangeant les restes que je trouvais. Le 3e jour, Jacques m'a trouvé, m'a traîné à la maison et m'a battu jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever. Après cela, je n'ai plus jamais essayé de fuir. J'ai appris que je n'avais nulle part où aller. Personne ne voudrait de moi. Le baron écoutait en silence, son visage un masque de contrôle attentif qui cachait la colère qu'il ressentait face à l'injustice. Je comprends. Le monde n'est pas tendre avec les femmes seules, surtout les jeunes et sans ressources. C'est une grave lacune dans notre société. Il regarda par la fenêtre les fermes qui défilaient. « Je peux vous promettre une chose, Antoinette. Tant que vous travaillerez pour moi, vous aurez non seulement un emploi mais aussi une protection. Si un jour vous voulez partir, je vous donnerai des références honnêtes pour vous aider à trouver un autre poste. » Antoinette sentit des larmes lui piquer les yeux à nouveau. La gentillesse était encore quelque chose de si étrange pour elle qu'elle la bouleversait émotionnellement. « Vous êtes très bon, monsieur le baron. Mais puis-je vous demander pourquoi vous faites tout cela pour moi? Il n'est pas courant qu'un noble se soucie du destin d'une paysanne. » Le baron resta silencieux si longtemps qu'Antoinette pensa qu'elle avait peut-être été impolie en posant la question, mais finalement il répondit. Sa voix était empreinte d'une profonde tristesse. « Ma défunte épouse, Hélène, vous ressemblez beaucoup à certains égards, non pas par son origine, car elle venait d'une famille traditionnelle, mais par sa force de caractère, sa résilience face à la souffrance. » Il regarda directement Antoinette. Hélène souffrait d'une maladie dégénérative des os. Pendant les 5 dernières années de sa vie, elle a enduré une douleur constante, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais perdu sa gentillesse ou son souci des autres. Elle avait un projet d'aide aux femmes en difficulté. Quand Hélène est décédée il y a 2 ans, je me suis promis de continuer son travail de toutes les manières possibles. Quand je vous ai vu sur la route, blessée et manifestement souffrante, mais gardant néanmoins votre dignité, j'ai pensé à elle. J'ai pensé qu'Hélène aurait voulu que j'aide. Le baron s'éclaircit la gorge, visiblement ému par le souvenir. Antoinette sentit une connexion profonde avec cet homme, qui avait perdu un être cher, et qui choisissait pourtant d'honorer sa mémoire par des actes de bonté. « Je suis désolé pour la perte de votre épouse, monsieur le baron. Elle devait être une femme extraordinaire. » Le baron sourit tristement. La maison n'a plus jamais été la même après son départ. Elle est trop grande, trop silencieuse. C'est pourquoi je passe tant de temps à voyager dans la province, à visiter d'autres propriétés, à m'occuper d'affaires. Tout pour ne pas rester seul dans ce grand manoir rempli de souvenirs. La conversation fut interrompue par le cocher, annonçant qu'ils arriveraient bientôt à Montargis. Antoinette regarda par la fenêtre avec un intérêt renouvelé. Le village était considérablement plus grand que Nemours, avec des rues plus larges et des constructions plus imposantes. Il y avait une place centrale avec une fontaine, plusieurs commerces et 2 églises qu'elle pouvait apercevoir. Des gens bien vêtus marchaient sur les trottoirs
et des calèches circulèrent dans les deux sens. La calèche ne s'arrêta pas au village, mais continua au-delà, suivant une route bordée de palmiers impériaux. Après environ 3 kilomètres, ils tournèrent dans une entrée marquée par 2 portails en fer forgé. Un jeune esclave courut ouvrir les portails, faisant une profonde révérence lorsque la calèche passa. La propriété qui se dévoila devant Antoinette était différente de tout ce qu'elle avait jamais vu. La route d'accès était pavée de pierres régulières et parcourait environ un demi-kilomètre à travers des jardins magnifiquement entretenus. Il y avait des parterres de roses, de jasmin et d'autres fleurs qu'Antoinette ne pouvait nommer. Des fontaines ornementales jaillissaient de l'eau cristalline. Des statues de marbre représentant des figures mythologiques ponctuaient le paysage. Et au bout de la route, s'élevant majestueusement contre le ciel de fin d'après-midi, se tenait la maison de maître. C'était une demeure coloniale à 2 étages, peinte en blanc avec des détails en bleu colonial. La façade avait au moins 20 fenêtres avec des volets verts. Une large véranda avec des colonnes de bois sculptées entourait tout le premier étage. « C'est ici ?» demanda Antoinette d'une voix étranglée par l'admiration et une pointe de peur. La maison était si grande qu'elle ressemblait à un palais. Le baron sourit devant sa réaction. « Oui, c'est le domaine Sainte-Hélène, baptisé en l'honneur de mon épouse. La propriété compte 2500 hectares dédiés principalement au café, mais nous avons aussi de l'élevage de bétail et une petite plantation de canne à sucre pour la production de sucre et d'eau de vie. » Antoinette pouvait à peine saisir l'ampleur de tout cela. 2500 hectares était une superficie inimaginable pour quelqu'un qui avait grandi sur 15 pauvres hectares. La calèche s'arrêta devant l'escalier de marbre qui menait à l'entrée principale. Thomas descendit rapidement du siège du cocher et ouvrit la porte, offrant sa main à Antoinette pour qu'elle descende. Elle l'accepta timidement, posant pour la première fois le pied sur le sol de sa nouvelle vie. L'air ici sentait différemment, frais et parfumé par les fleurs des jardins. Des oiseaux chantaient dans les arbres alentours. Il y avait une paix dans cet endroit qui contrastait violemment avec la tension constante qu'elle avait vécue ces dernières années. La porte principale de la maison s'ouvrit et une silhouette féminine apparut en haut de l'escalier. C'était une femme d'environ 50 ans, grande et mince comme un poteau. Elle portait une robe noire sévère qui allait du cou aux chevilles, sans aucun ornement ni fioriture. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'il tendait la peau de son visage, lui donnant une expression en permanence sévère. Ses yeux, petits et sombres, examinèrent Antoinette de la tête aux pieds avec une désapprobation évidente. « Monsieur le baron, bon retour », dit la femme d'une voix grave et contrôlée. Elle descendit les escaliers à pas mesurés, gardant une posture droite et rigide. « Je vois que vous avez amené la nouvelle domestique. » La façon dont elle prononça « domestique » laissait clairement entendre qu'elle avait des opinions sur le sujet. Le baron ne sembla pas le remarquer ou choisit d'ignorer le ton. « Oui, Thérèse, voici Antoinette Dubois. Antoinette, voici Madame Thérèse Martin, ma gouvernante et administratrice de la maison. » Antoinette fit une révérence maladroite, serrant son baluchon. « C'est un honneur de vous rencontrer, madame. » Thérèse ne rendit pas le salut. Elle continua simplement à observer Antoinette comme si elle était un cheval au marché qui devait être évalué. « Elle est très maigre, » dit-elle finalement en parlant au baron, comme si Antoinette n'était pas présente. « Ses vêtements sont un désastre. Elle aura besoin d'un bain complet avant de porter un uniforme de la maison. Je ne veux pas qu'elle apporte des parasites ou des maladies à l'intérieur. » Antoinette sentit son visage brûler de honte. Elle savait que ses vêtements étaient misérables et qu'elle avait probablement des poux, quelque chose d'impossible à éviter en vivant dans les conditions où elle vivait. Mais entendre cela dit à voix haute, avec tant de dédain, lui rappela toutes les années d'humiliation. Le baron cependant intervint d'une voix ferme. « Thérèse, je vous rappelle qu'Antoinette est nouvelle ici et qu'elle est sous notre protection. Traitez-la avec le respect dû à tout membre de la maison. » Thérèse inclina légèrement la tête, acceptant la réprimande, mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'Antoinette, étaient froids comme la glace. Naturellement, monsieur le baron, je ne faisais qu'être pratique concernant les besoins immédiats. Elle tendit une main maigre vers Antoinette. « Venez avec moi, jeune fille. Je vais vous montrer où se trouvent les quartiers des domestiques et vous préparer votre bain. » Antoinette regarda le baron, cherchant un signe d'encouragement. Il hocha la tête gentiment. « Allez avec madame Thérèse. Elle s'occupera de tout ce dont vous avez besoin. »
Antoinette suivit la gouvernante à l'intérieur de la maison, passant par la porte principale qui donnait sur un hall d'entrée impressionnant. Le sol était en marbre, avec des motifs géométriques en noir et blanc. Les murs étaient décorés de papier peint importé dans des tons de vert et d'or. Des portraits de famille, dans des cadres dorés, pendaient à intervalles réguliers. Un énorme lustre en cristal pendait du haut plafond, avec des dizaines de bougies qui, une fois allumées, devaient illuminer tout l'espace d'une lumière éclatante. Mais Thérèse ne laissa pas le temps à Antoinette d'admirer quoi que ce soit. Elles traversèrent rapidement le hall et tournèrent dans un couloir latéral qui menait aux zones de service. La décoration ici était beaucoup plus simple, avec des murs blanchis à la chaux et un sol en planches cirées. Elles passèrent devant la cuisine, où Antoinette vit brièvement 3 femmes travaillant sur d'énormes fourneaux et un garde-manger plus grand que toute la maison de Jacques. Elles montèrent un escalier étroit et raide qui menait au 2e étage de l'arrière. Le couloir du 2e étage de l'arrière avait 6 portes, 3 de chaque côté. Thérèse ouvrit la 2e porte à droite, révélant une chambre petite mais infiniment meilleure que n'importe quel endroit où Antoinette avait déjà dormi. Il y avait un lit en fer, avec un vrai matelas et des draps blancs propres, une armoire en bois simple mais solide, un petit bureau avec une chaise, une fenêtre avec des rideaux blancs qui donnaient sur l'arrière de la propriété, un miroir au mur et une bassine avec une carafe pour se laver. « Ce sera votre chambre, » dit Thérèse d'une voix neutre. « On s'attend à ce que vous la mainteniez impeccablement propre et organisée. Je ferai des inspections hebdomadaires et tout laisser-aller sera puni par une retenue sur salaire. » Elle marcha jusqu'à l'armoire et l'ouvrit, révélant 3 uniformes suspendus. C'étaient de simples robes de coton gris, avec des tabliers blancs et des coiffes blanches pour couvrir les cheveux. Ce sont vos uniformes. Chacun doit durer au moins 3 ans si vous êtes soigneuse. Si vous avez besoin de raccommodage, venez me voir. Thérèse désigna ensuite la fenêtre. Vous voyez cette construction plus petite là-bas? C'est la maison de bain des domestiques. Il y a une grande baignoire en cuivre où vous pouvez vous laver. Je vais faire préparer de l'eau chaude pour vous maintenant. Pendant ce temps, enlevez ces horribles vêtements et enveloppez-vous dans ce drap. Elle jeta un vieux drap sur le lit. Laissez les vieux vêtements dans le couloir. Je vais les faire brûler. Je ne veux pas qu'ils contaminent quoi que ce soit dans cette maison. L'idée de perdre ses seules robes, même si elles étaient misérables, rendit Antoinette anxieuse, mais elle n'osa pas discuter. Après que Thérèse fut partie, fermant la porte fermement, Antoinette se permit enfin de se détendre un peu. Elle s'assit sur le lit et testa la douceur du matelas. C'était incroyable. Il y avait un vrai rembourrage en coton, pas de la paille. Les draps sentaient la lavande et le savon. Elle s'allongea juste une seconde, sentant le confort l'envelopper. Des larmes roulèrent silencieusement sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il semblait douloureux. Finalement, après tant d'années, elle avait un endroit qu'elle pouvait appeler le sien, mais il n'y avait pas de temps pour les sentimentalismes. Antoinette se leva et commença à enlever sa robe usée. C'est alors qu'elle remarqua pour la première fois, reflétée dans le miroir, l'étendue réelle de son corps maltraité. Des ecchymoses à divers stades de guérison coloraient ses bras, ses côtes, ses cuisses. Des cicatrices blanches de vieilles brûlures marquaient sa peau à plusieurs endroits. Ses os étaient trop proéminents, preuve d'années de malnutrition. Elle ressemblait à un squelette mal couvert de peau. Comment le baron avait-il pu regarder cela et voir quelqu'un digne d'être aidé? Enveloppée dans le drap, Antoinette prit son baluchon avec ses quelques possessions personnelles et les rangea soigneusement dans le bureau. Le chapelet de sa mère, le médaillon avec le portrait fané, le peigne cassé, c'était tout ce qu'elle avait du passé, tout ce qui la reliait à la femme que sa mère avait été avant que la maladie ne l'emporte. Des coups fermes à la porte la firent sursauter. « Le bain est prêt !» annonça une jeune voix de l'autre côté. Antoinette ouvrit la porte et trouva une jeune fille d'environ 15 ans, noire, vêtue d'un uniforme similaire à celui qu'Antoinette porterait. « Je m'appelle Bénédicte », dit la jeune fille avec un sourire timide. « Je suis esclave de la maison et je travaille principalement à la buanderie. Madame Thérèse m'a demandé de vous montrer où se trouve la maison de bain et de vous aider à vous laver si vous en avez besoin. » Il y avait une gentillesse sincère dans les grands yeux de Bénédicte, et Antoinette sentit une pointe de soulagement. Au moins, il y avait quelqu'un qui ne semblait pas hostile. « Merci, Bénédicte, j'apprécierai l'aide. »« Oui,
Les deux marchèrent ensemble dans le couloir et descendirent un escalier différent qui menait directement à l'arrière-cour. La maison de bain était une petite construction en maçonnerie avec un toit de tuiles. À l'intérieur, il y avait une grande baignoire en cuivre déjà remplie d'eau fumante. Des savons, des éponges et des serviettes propres étaient rangés sur une étagère en bois. Bénédicte ferma la porte derrière elle et commença à aider Antoinette. « C'est la première fois que vous prenez un bain dans une baignoire ?» demanda la jeune fille en versant un liquide parfumé dans l'eau. Antoinette hocha la tête, honteuse d'admettre. « Je me suis toujours lavée dans le ruisseau ou avec une bassine d'eau froide. »« Vous n'avez pas à avoir honte, » dit Bénédicte gentiment. « La plupart des gens n'ont pas de baignoire. Moi-même, je n'ai commencé à en utiliser une que lorsque je suis venu travailler ici. » Elle aida Antoinette à entrer dans l'eau chaude. La sensation fut si merveilleuse qu'Antoinette laissa échapper un gémissement involontaire de plaisir. L'eau chaude enveloppait son corps endolori comme une douce étreinte, relaxant des muscles qu'elle ne savait même pas tendus. « Le liquide que j'ai mis est un extrait de fleurs. Il aide à nettoyer et laisse la peau parfumée, » expliqua Bénédicte. Pendant l'heure suivante, Bénédicte travailla méthodiquement. Elle lava les cheveux d'Antoinette 3 fois avec du savon fort pour tuer tous les poux, puis elle appliqua un mélange de vinaigre dilué comme traitement final. Elle frotta chaque centimètre du corps d'Antoinette avec une éponge et du savon, en faisant attention aux blessures les plus récentes. L'eau dut être changée 2 fois, car elle devenait sombre avec la saleté qui s'en dégageait. Finalement, quand Antoinette sortit de la baignoire pour la 3e fois, elle était vraiment propre pour la première fois depuis des années. Bénédicte l'enveloppa dans une grande serviette douce et commença à lui sécher les cheveux. « Vous avez de beaux cheveux, » commenta la jeune fille. « Quand ils seront secs, ils brilleront. Ils sont châtains, avec des reflets dorés. Ma grand-mère disait que des cheveux comme ça sont signe de bonne fortune. » Antoinette sourit, touchée par la gentillesse. « Merci, Bénédicte. Vous êtes très bonne avec moi. Madame Thérèse ne semble pas beaucoup m'apprécier. » La jeune fille hésita, clairement mal à l'aise de parler de la gouvernante. « Madame Thérèse est difficile avec tout le monde au début, » dit-elle finalement à voix basse. « Mais si vous travaillez dur et suivez toutes ses règles, elle finira par être moins sévère. » Bénédicte regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Entre nous, beaucoup des autres domestiques ne l'aiment pas, mais personne n'ose la défier, car elle a un pouvoir absolu sur les embauches et les licenciements. Après le bain, Bénédicte ramena Antoinette à sa chambre et l'aida à enfiler l'un des uniformes. La robe grise était simple mais bien faite, avec des coutures solides et un tissu de bonne qualité. Le tablier blanc s'attachait à la taille et couvrait le devant de la robe. La coiffe blanche cachait complètement les cheveux. Quand Antoinette se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la personne reflétée. Propre, vêtue correctement, elle ne ressemblait plus à la créature misérable qu'elle avait été ce matin-là. « Maintenant, je dois vous emmener rencontrer le reste de l'équipe, » dit Bénédicte. « Mais d'abord allons à la cuisine, vous devez mourir de faim. » La mention de la nourriture fit le ventre d'Antoinette gargouiller bruyamment. Elle n'avait rien mangé depuis le misérable petit-déjeuner de ce matin-là. Il était maintenant presque 18 heures et la faim était une douleur constante dans son abdomen. Les deux descendirent à la cuisine, où le dîner des domestiques était en préparation. La cuisine du domaine Sainte-Hélène était un monde en soi. 2 énormes fourneaux à bois occupaient tout un mur. Des étagères remplies de casseroles en cuivre et en fer s'étendaient jusqu'au plafond. Une grande et solide table de travail dominait le centre de l'espace ainsi que les odeurs. Antoinette n'avait jamais senti autant de choses délicieuses en même temps. Viande rôtie, haricots assaisonnés, pain frais, dessert en préparation. Son estomac gargouilla de nouveau, plus fort cette fois. Une femme noire et corpulente d'environ 40 ans se retourna en entendant le bruit. Ses yeux étaient bienveillants, malgré son expression fatiguée. « Alors, vous êtes la nouvelle jeune fille que le baron a amenée. Je suis Félicie, chef cuisinière de cette maison depuis 15 ans. » Elle essuya ses mains grasses sur un tablier et examina Antoinette avec approbation. « Vous êtes trop maigre. Je vais devoir vous faire prendre du poids, sinon le baron pensera que je ne nourris pas correctement mon personnel. » Félicie prit une assiette et commença à la remplir généreusement. Riz blanc et moelleux, haricots noirs avec des morceaux de porc, choux sautés, un gros morceau de poulet rôti et de la farine de manioc grillé.
C'était plus de nourriture qu'Antoinette n'en mangeait en 3 jours chez Jacques. « Asseyez-vous là et mangez tout », ordonna Félicie, désignant une longue table où plusieurs autres domestiques dînaient déjà. Antoinette s'assit timidement au bout de la table. Les autres domestiques la regardaient avec curiosité, mais sans hostilité. Il y avait 2 jeunes hommes, probablement des travailleurs agricoles, qui mangeaient aussi dans la cuisine. 3 femmes d'âge varié, toutes vêtues d'uniformes similaires à celui d'Antoinette, qu'un garçon d'environ 10 ans, qui aidait à transporter du bois pour les fourneaux. « Je suis Lucie », se présenta l'une des femmes d'environ 30 ans, au visage sympathique. « Je travaille comme femme de chambre depuis 6 ans. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre les routines, vous pouvez me chercher. » Antoinette la remercia timidement et commença à manger. La première bouchée de riz et de haricots la fit presque pleurer. C'était chaud, bien assaisonné et délicieux, d'une manière qu'elle avait oublié que la nourriture pouvait être. Elle se força à manger lentement, avec des manières appropriées, même si son instinct était de tout dévorer rapidement avant que quelqu'un ne le lui enlève. Les années de privation avaient créé des réflexes difficiles à ignorer, mais personne n'allait lui prendre sa nourriture. Elle était en sécurité ici. Quand elle eut fini la première assiette, Félicie apparut avec plus de nourriture sans qu'Antoinette ait besoin de demander. « Mangez, jeune fille, vous avez des années de faim à rattraper. » La simple gentillesse de cette femme qui la connaissait à peine toucha profondément Antoinette. Elle mangea la 2e assiette plus lentement, savourant chaque bouchée. Puis vint le dessert, une pâte de goyave et de fromage qui fondait dans la bouche. Antoinette n'avait jamais rien goûté d'aussi merveilleux de toute sa vie. Après le dîner, Lucie emmena Antoinette faire un rapide tour de la maison. Elles lui montrèrent où se trouvait le garde-manger, où les uniformes propres étaient rangés, où se trouvait la buanderie. Elles expliquèrent le système de cloches que le baron utilisait pour appeler les domestiques quand il avait besoin de quelque chose. Elles montrèrent les chambres d'hôtes qu'Antoinette serait chargée de maintenir propres. Il y avait 7 chambres au total, chacune plus grande et plus luxueuse que toute la maison de Jacques. « Le baron ne reçoit pas beaucoup de visiteurs ces derniers temps », expliqua Lucie en traversant l'une des chambres d'hôtes. « Depuis le décès de la baronne, il s'est beaucoup refermé. Avant, la maison était toujours pleine d'invités, de fêtes, de dîners. Maintenant, il passe la plupart de son temps enfermé dans son bureau ou en voyage. » Il y avait une tristesse sincère dans la voix de Lucie. Clairement, elle avait apprécié la défunte baronne et regrettait les changements que sa mort avait apportés. « Comment était la baronne Hélène ?» demanda timidement Antoinette. Lucie sourit avec nostalgie. C'était une femme merveilleuse, gentille avec tout le monde, toujours soucieuse du bien-être des domestiques et des esclaves. Elle avait un projet d'aide aux femmes pauvres de la région, leur apprenant à lire et leur donnant un travail honnête. Le baron continue de financer le projet jusqu'à aujourd'hui en sa mémoire. La description confirmait ce que le baron avait raconté pendant le voyage. Hélène avait vraiment été une personne exceptionnelle. « Et Madame Thérèse ?» demanda Antoinette, curieuse de connaître la gouvernante sévère. Lucie fit une expression compliquée. « Oui, Thérèse est ici depuis plus de 20 ans. Elle a été embauchée par la mère du baron quand il était encore célibataire. Il y a des rumeurs. Eh bien, je ne devrais pas dire du mal des autres, mais... » L'hésitation de Lucie éveilla encore plus la curiosité d'Antoinette. Quelle rumeur? Lucie regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules avant de murmurer. On dit que Thérèse était amoureuse du baron avant qu'il ne se marie. Antoinette écarquilla les yeux. Cela expliquerait beaucoup de choses sur le comportement de la gouvernante. A-t-elle déjà tenté quelque chose? Lucie secoua rapidement la tête. Pas que je sache. Thérèse a toujours été très professionnelle et n'a jamais franchi les limites. Mais on dit que lorsque le baron a annoncé ses fiançailles avec Hélène, Thérèse est restée enfermée dans sa chambre à pleurer pendant 3 jours. Après cela, elle n'a plus jamais montré aucune émotion à propos de quoi que ce soit. Elle est devenue la femme de glace que nous connaissons aujourd'hui. La révélation jetait une nouvelle lumière sur l'hostilité de Thérèse. Peut-être voyait-elle en chaque nouvelle jeune domestique une rivale potentielle pour l'attention du baron. C'était une situation triste, mais aussi préoccupante. Antoinette devrait faire très attention à ne pas attiser davantage l'antipathie de la gouvernante. « Je vous remercie de me l'avoir dit », dit-elle à Lucie. « Je vais essayer de ne pas causer de problème avec Madame Thérèse. » Lucie rit doucement. « Bonne chance avec ça. Thérèse trouve des problèmes partout. » Quand elles revinrent au couloir des chambres des domestiques, il était déjà presque 21 heures.
Antoinette était épuisée, non seulement physiquement mais émotionnellement. Tant de choses s'étaient passées en une seule journée que son esprit pouvait à peine tout traiter. Elle prit congé de Lucie et entra dans sa chambre, fermant la porte pour la première fois. Pour la première fois en 13 ans, elle avait une porte qu'elle pouvait fermer entre elle et le reste du monde. Elle avait de l'intimité, elle avait de la sécurité. Elle s'assit sur le lit et regarda autour de la petite chambre qui était maintenant la sienne. Petite, selon les standards de la maison de maître, mais un palais en comparaison. Elle se leva et alla à la fenêtre, ouvrant les rideaux. La nuit était claire et par la fenêtre, elle pouvait voir les étoiles briller dans le ciel sombre. Au-delà des jardins, elle voyait les lumières tremblantes des quartiers des esclaves où vivaient les esclaves de la ferme. Plus loin, l'obscurité complète de la plantation de café qui s'étendait sur des hectares. Antoinette enleva soigneusement son uniforme et le suspendit dans l'armoire. Elle enfila une simple chemise de nuit en coton qu'elle trouva pliée dans le tiroir du bureau. Puis elle éteignit la bougie qui éclairait la chambre et s'allongea sur le lit pour la première fois. Le matelas était moelleux, les draps étaient propres et parfumés, l'oreiller était confortable. Elle s'attendait à s'endormir immédiatement par épuisement, mais au lieu de cela, elle resta éveillée pendant des heures. Son corps était détendu, mais son esprit s'emballait. Elle pensa à sa mère Josette et souhaita qu'elle soit vivante pour voir cela, pour savoir que sa fille avait enfin échappé à l'enfer que Jacques avait créé. Elle pensa à toutes les années de souffrance, à tous les coups, à toutes les humiliations. Avait-il valu la peine si le résultat était ceci? Elle ne le décida pas. Aucune quantité de souffrance n'en valait la peine. Mais au moins la souffrance était terminée. Maintenant commençait une nouvelle phase pleine de possibilités et d'espoir. Quand elle s'endormit enfin, Antoinette rêva de champs de fleurs et de cieux bleus, des rêves paisibles qu'elle n'avait pas eus depuis des années. Elle se réveilla au son d'une cloche qui sonne.